novembre. Et nous allons avoir une journée de présentation de différentes conférences auxquelles vous pouvez participer naturellement en ligne en posant des questions via la messagerie de Facebook. Et puisque cette année, nous ne sommes pas sur le site de la Cité du Cinéma, nous sommes au studio de la Montjoie, qui sont nos locaux temporaires pendant l'année des Jeux Olympiques, puisque comme vous le savez peut-être, nous avons été relocalisés pendant l'année 2024. Et nous regagnons les locaux habituels à la Cité du Cinéma, donc à la Plaine Saint-Denis, le 1er janvier. C'est-à-dire que ça a été une année complète en dehors de nos locaux. Et nous serons très heureux donc d'organiser dans des conditions normales le concours en 2025 et d'accueillir les nouveaux étudiants en septembre 2025 dans les conditions tout à fait exceptionnelles qui sont les nôtres à la Cité du Cinéma. Donc, nous allons avoir une série de conférences. La première avec Naomi, ça va être la présentation du concours 2025. Émeric parlera de la classe égalité des chances. Donc, ensuite, et cet après-midi, après il y aura une pause musicale et cet après-midi, les différents masters, photographie, cinéma et son seront présentés successivement de la même façon. Vous pourrez intervenir, poser des questions. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je voudrais surtout remercier toutes les étudiantes et tous les étudiants qui ont participé à la réussite de cette journée, qui sont là au travail avec nous aujourd'hui, qui, avec leurs enseignants, ont fait en sorte que tout se passe super bien. Et surtout, je voudrais remercier Franck Joigny, qui est là, qui est derrière les machines et qui a fait aussi en sorte que tout se passe super bien. Et évidemment, Pierre et Katia, qui sont avec Franck un peu les maîtres de l'organisation de cette journée et qui ont tout vraiment fait à merveille pour que vous puissiez avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour connaître l'école Louis Lumière. Je remercie naturellement aussi Émeric, Naomi et Camille qui sont là et qui ont fait en sorte aussi que la communication et que tous vous soyez au courant de cette journée porte ouverte du 30 novembre 2024. Et je souhaite évidemment bonne chance à tous les futurs candidats au concours 2025. Et j'espère les retrouver en septembre. Pas tous, mais enfin en tout cas 16 en cinéma, 16 en son et 16 en photographie comme chaque année. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie. Voilà, Émeric prend la suite. Bonjour. Alors, bienvenue donc pour cette journée en ligne. Comme l'a dit Vincent Lovy, donc on va enchaîner plusieurs conférences aujourd'hui. On démarre tout de suite ce matin par la présentation du concours et de la classe égalité des chances. Et donc on a la chance d'accueillir donc sur le plateau pour cela donc Naomi Nicolas Kaufmann, qui est donc responsable du bureau du concours et des stages et qui va pouvoir vous présenter tout l'aspect dispositif. Et avec elle, on a plusieurs étudiantes et étudiants de première année donc, qui ont passé le concours l'an dernier et qui vont pouvoir aussi répondre aux questions. Donc je vais essayer de ne pas écorcher les noms. On a de gauche à droite Béchir Guéled, Margot Sanson, Milena Vlodarzik, Clément Loth, Paul Arnoux et Éléonore Danier. Voilà, Naomi, je te laisse la parole. Et puis donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser directement sur le live dessus. On a des personnes qui nous reportent directement les questions. Merci beaucoup et donc bonne conférence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, on va parler pendant cette conférence du concours 2025. Je vais vous présenter les modalités, les particularités, enfin les grandes dates et les grands temps dans le concours. Et puis, surtout, je donnerai la parole à nos très nombreuses étudiantes et étudiants qui sont là et qui se présenteront, vous parleront de leur préparation et vous pourrez bien entendu leur poser quelques questions si vous le souhaitez. Donc, les conditions de recrutement, donc très important à savoir, le concours, il est ouvert à toute personne qui a un bac+2, donc qui a soit déjà validé un bac+2, soit est en cours de préparation de cette deuxième année d'études supérieures. Donc vous pouvez passer le concours pendant votre deuxième année d'études supérieures. L'âge limite, c'est 27 ans au 1er octobre
2024. Donc, on a un petit peu allongé les délais pour élargir l'accessibilité du concours aux personnes qui approcheraient les 27 ans. Il n'y a pas de nombre limite de candidatures. Vous pouvez présenter le concours autant de fois que vous le souhaitez, à condition donc d'avoir moins de 27 ans, comme je viens de le dire. Et lorsqu'on parle du concours, il faut bien retenir qu'il y a 3 concours, 3 voies spécifiques, cinéma, photographie et son, et que par conséquent, il faut choisir. Donc vous devez nécessairement vous positionner sur l'un de ces 3 masters. Je passe rapidement sur le calendrier des inscriptions. Toutes ces dates sont présentes sur notre site et vous pouvez évidemment, si vous avez un doute par rapport à ces dates, nous écrire. Nos coordonnées sont sur le site de l'école. Je les rappelle ici pour que ce soit déjà en clair dans vos têtes. Donc les préinscriptions, elles ouvrent ce lundi 2 décembre. Donc, les préinscriptions vont être ouvertes pendant environ 6 semaines, jusqu'au 16 janvier 2025. Cette étape de préinscription, elle consiste à déposer une série de pièces justificatives qui sont demandées et détaillées encore une fois, sur notre site. Suite à cela, donc une fois que vous avez effectué la préinscription, il faudra vous acquitter des frais d'inscription au concours. Donc, puisque toute inscription n'est définitive qu'une fois le dossier complet et le paiement effectué. Donc, vous recevrez un lien de paiement sécurisé dans la foulée, quelques jours après. Les inscriptions et les paiements seront définitivement clôturés le 16 janvier pour les inscriptions et les paiements le 23 janvier. Et nous publions donc le 7 février la liste des admises et des admis à concourir pour 2025. 7 février, à cette même date, nous envoyons les sujets des dossiers. Donc je rentrerai là-dedans dans un instant. Donc en même temps que nous publions la liste des admises et des admis. Et ensuite, le concours va se déployer en 3 phases jusqu'à la publication de la liste finale des admises et des admis le vendredi 10 juillet. Donc, je rentrerai dans les phases et les épreuves plus en détail dans un instant. Je m'arrête sur les pièces à fournir au moment de l'inscription. Nous avons à cette fin préparé un document d'aide à l'inscription qui est sur notre site, qui vous détaille chaque pièce à fournir pour éventuellement clarifier, lever tout malentendu. Je reviens ici donc sur les pièces. Nous aurons besoin d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité, d'un justificatif de votre baccalauréat, d'un justificatif officiel de vos 2 années d'études supérieures. Donc, soit si vous êtes donc en cours de 2e année, le justificatif de validation de la première année et le certificat de scolarité pour l'année actuelle, soit si le bac plus 2 est déjà en poche, le justificatif relatif aux 2 années. Je précise ici, nous avons besoin de vérifier que votre bac plus 2 est reconnu par l'État. Pourquoi ? Nous sommes un établissement d'enseignement supérieur, donc vous devez être issu d'une formation reconnue par l'État. Donc, ça peut soit être une formation qui délivre des ECTS, donc les crédits européens. Donc, Bac plus 2, ça signifie 120 crédits ECTS. Ou bien vous êtes issu d'une certification professionnelle toujours reconnue par l'État. Et dans ce cas-là, c'est une certification RNCP niveau 5. Nous répondons évidemment à toute question relative à un diplôme spécifique par mail via l'adresse générique du bureau du concours, que je rappellerai en fin de présentation. Nous avons besoin d'un CV, d'une photo d'identité et pour les boursières et les boursiers, d'un justificatif de bourse. Nous acceptons les justificatifs de bourse donc pour l'année en cours, 2024-2025 ou l'année dernière, donc 2023-2024, si vous étiez boursier l'année dernière, mais n'avez plus ce statut cette année. Pour les personnes qui demandent un aménagement d'épreuves ou des aménagements d'épreuves pour l'une ou l'autre des différentes phases du concours, nous demandons un justificatif médical
et que vous nous signaliez cette demande spécifique par mail au bureau du concours afin que nous puissions tenir compte des particularités donc de votre situation. Enfin, pour les personnes qui candidateraient de l'international ou bien qui auraient passé un diplôme à l'international, nous avons besoin, si ces documents sont dans une langue autre que le français, d'une traduction des pièces justificatives, donc du baccalauréat ou diplôme égal et du diplôme Bac+2 ou diplôme égal, traduit par un traducteur, une traductrice assermentée. Et pour les personnes qui n'auraient donc pas une formation en français, il faut nous fournir un justificatif donc, de votre niveau de français, donc de type DELF niveau B2. Ça, c'est pour les pièces justificatives à fournir lors de l'inscription. Si votre dossier n'était pas complet, nous revenons vers vous, donc le bureau du concours, pour vous notifier que votre dossier est incomplet et vous disposez d'un temps pour compléter votre préinscription. Vous voyez maintenant le calendrier des épreuves. Donc, je disais que le concours, c'était en réalité 3 concours et les dates sont différentes selon le master que vous choisissez. Donc, les concours cinéma, photographie et son sont tous composés de 3 phases, d'une phase de dossier, d'une phase d'épreuve écrite et d'une phase d'épreuve orale. Les épreuves écrites et les épreuves orales sont toutes en présentiel, en Île-de-France. Les dossiers sont réalisés à distance et sont donc des travaux personnels que chacun doit réaliser de façon anonyme et vous devez donc nous les envoyer au bureau du concours. Donc comment ça se passe ? Vous recevrez les sujets du dossier le 7 février, en même temps que la liste des admises et des admis à concourir. Vous avez entre 10 et 17 jours pour réaliser ce dossier. Si vous êtes admise à l'issue de cette première phase, donc il y a une première sélection qui s'effectue, vous serez convoqué pour des épreuves écrites. Ce sera le mardi 8 avril pour le cinéma, le mercredi 9 pour la photographie et le jeudi 10 avril pour le son. Des épreuves écrites que je vais présenter dans un instant. À l'issue de ces épreuves écrites, il y a de nouveau une sélection et on passe ensuite à une quarantaine de personnes qui vont être convoquées pour les épreuves orales d'admission qui seront au mois de juin. Je vais maintenant détailler master par master. Je commence par le cinéma. Donc, comme je l'ai dit, une première phase, donc un dossier visuel qui est composé de quelques questions de parcours. Donc, que vous serez donc amené à raconter d'où vous venez, ce que vous avez fait. Et une épreuve visuelle qui consiste à réaliser à partir d'un court synopsis, un scénario qui vous est proposé, très bref, réaliser donc une séquence et de justifier donc comment vous réaliseriez le tournage de cette séquence. Vos choix, les différents aspects techniques et les références qui guident donc la réalisation de cette courte séquence. Ça, c'est le dossier donc, qui est réalisé en 10 jours. Ce qui est un temps assez resserré pour réaliser ce travail et qui donc, nous mène ensuite à la phase 2 des épreuves écrites. Il y en a 2. Une épreuve d'analyse filmique, exercice assez classique et qui suit donc des conventions assez connues. Donc, vous visionnez pendant 30 minutes un extrait. Vous le visionnerez 3 fois. Et ensuite, vous disposerez de 3 heures pour analyser l'extrait que vous avez vu. Voilà, ça c'est l'analyse filmique. Et ensuite, l'épreuve de sciences. Donc, je ne l'ai pas dit au début, mais on est donc dans la continuité exacte du concours 2024. Donc, les annales, toutes les épreuves sont sur notre site. Cette épreuve de sciences, elle dure 1h30. Vous avez un certain nombre de questions en maths, en physique, en géométrie, en électricité, électronique. Et vous devez répondre, montrer votre capacité de raisonnement, faire des calculs, donc des sciences qui sont évidemment en lien, in fine, avec l'image, avec le cinéma. Ensuite, la phase 3, qui donc, est composée de 3 épreuves orales d'une demi-heure,
À chaque fois, les candidates et les candidats sont convoqués pendant une demi-journée et vous allez passer successivement donc devant 3 jurys. Un premier jury de sciences appliquées, donc qui va vous proposer de tirer au sort un sujet et vous allez préparer pendant 15 minutes le sujet que vous avez tiré au sort. Et ensuite, vous allez passer devant le jury et exposer donc vos raisonnements et discuter avec le jury également de votre dossier de la phase 1, puisque le jury a accès à votre dossier et va pouvoir vous, à partir du travail que vous avez réalisé, interroger voilà, vos choix, ce que vous avez mis en œuvre pour la phase 1. Deuxième épreuve orale, un oral d'art et technique, qui est en réalité un oral pratique qui va venir tester votre sens pratique, vous faire manipuler 2-3 choses. Et de nouveau, le jury va pouvoir s'appuyer sur votre dossier et échanger avec vous, puisque là encore, l'idée, c'est de pouvoir nourrir un échange avec ce jury et présenter au maximum votre envie, vos capacités, vos connaissances. Dernier oral, un oral de motivation et de culture cinématographique qui est composé de différents temps. Vous tirez d'abord un photogramme que vous allez commenter devant le jury et s'ensuit également une discussion donc, sur vos motivations, votre culture cinématographique et vous serez amené à également discuter d'une courte bibliographie que vous aurez fournie au jury. Bibliographie donc, qui présente vos lectures, des lectures importantes pour vous qui nourrissent votre pratique, votre intérêt pour le cinéma. Ça, c'est pour donc, le master cinéma. Je précise donc que les jurys ont accès à vos travaux de la phase 1 et de la phase 2. Néanmoins, les phases sont indépendantes. Donc, on remet les compteurs à 0 après chaque phase. Il n'y a pas de coefficients qui sont conservés d'une phase sur l'autre. Pour le master photographie, donc toujours une phase de dossier avec quelques questions de parcours personnel, ensuite vos réalisations, donc sous la forme d'un portfolio, ainsi qu'une série de photographies sur un thème imposé. Et dernièrement, une analyse esthétique donc d'une photographie qui n'est pas de vous. Et à savoir, cette photographie, donc, le choix est très important puisqu'elle vous sera proposée lors de l'oral de technique et de création et pratique photographique, vous serez amené à... elle sera mise en regard avec une autre photographie et vous ferez une analyse comparée de ces deux images. Donc, choisissez bien cette photographie dans le dossier de la phase 1, dossier pour lequel donc, vous disposerez de 17 jours pour le réaliser. Deuxième phase, épreuve écrite. 2 épreuves, une épreuve de composition qui est un commentaire de texte donc, en rapport avec la photographie, l'histoire de la photographie des techniques, 3 heures pour cette épreuve, et une épreuve d'analyse technique de documents visuels, épreuve en 1 heure, un peu plus que ces années passées, puisqu'on a porté le temps à 1 heure pour cette épreuve. Vous avez 5 documents que vous devez analyser très brièvement, très synthétiquement. 5 documents en rapport, évidemment, avec la photographie et les techniques. Et ensuite, vous devez faire une analyse comparée de 2 documents que vous choisissez. Troisième phase, les oraux. Donc, un oral de création et de pratique photographique. Donc le temps de préparation, 15 minutes, c'est pour faire l'analyse comparée avec la photographie que vous aviez inclus dans le dossier et la photo qui vous est proposée. Et un échange ensuite sur vos pratiques, votre pratique de la photographie et de ce médium. Un oral de technique et de sciences appliquées à la photographie. Donc vous allez tirer au sort un court sujet en rapport donc, avec les notions qui sont au programme, et je reviendrai sur ce programme juste après avoir détaillé toutes les épreuves donc, dans un instant. Et un oral, enfin, de culture et motivation professionnelle qui va s'appuyer sur le portfolio que vous avez rendu en phase 1, éventuellement augmenté, étoffé, si vous le souhaitez, et d'une courte bibliographie donc de références, de lecture qui vous inspire, qui vous importe.
Pour le master son, en 3 phases, donc la phase 1, la phase de dossier, quelques questions sur votre parcours, votre motivation, une création sonore que vous devez réaliser et produire à partir d'une thématique imposée, et enfin une analyse comparée d'extraits de films, donc 3 extraits de films, donc vous pourrez visionner autant de fois que vous le souhaitez pendant les 2 semaines de réalisation du dossier, et vous devez donc écrire une analyse comparée de ces extraits. La phase 2, donc identique à 2024, une épreuve de mathématiques physiques et un QCM d'électricité électronique, donc 2 épreuves d'1h15. Enfin, la phase 3, un oral d'écoute et d'analyse. Donc, le jury vous propose en début d'oral une courte pièce sonore que vous écoutez. Et ensuite, vous allez discuter avec le jury de ce que vous avez entendu. Ils vous poseront des questions et vous pourrez éventuellement revenir sur la création sonore de la phase 1. Deuxième oral technique du son, où vous allez présenter votre intérêt, votre appétence pour les techniques du son, présenter éventuellement vos expériences. Le jury a votre CV, donc pourra vous interroger sur les différentes expériences que vous avez déjà eues dans le domaine. Et enfin, un oral de culture générale et de motivation. Par rapport à ces 3 concours, il y a un référentiel. Ce référentiel, il détaille toutes les notions, tous les champs qui peuvent être interrogés pour le concours. Ce référentiel, il apparaît dans le document modalité du concours 2025, qui est en ligne sur notre site et qui reprend toutes les dates, tout le contenu des épreuves que je viens de présenter. Ce référentiel, c'est en quelque sorte le programme pour le concours, et notamment pour les épreuves de sciences, qui sont une des particularités de notre école et un des prérequis pour intégrer Louis Lumière. Donc, c'est vraiment très important pour toutes les candidates et candidats qui souhaiteraient passer le concours dès cette année ou qui se projettent dans un parcours à Louis Lumière, c'est de vous appuyer sur le référentiel pour bien voir les notions qui peuvent être testées et identifier là où il faut fournir des efforts, réviser en particulier, aller chercher des exercices, etc. Les annales du concours sont en ligne sur notre site. Comme c'est la 2e année que nous faisons ce concours en 3 phases avec épreuve écrite en présentiel, les annales de 2024 sont par conséquent les plus parlantes et vous pouvez les consulter sur notre site pour vous entraîner, vous y référer. Également sur notre site, et c'était une nouveauté de l'année dernière, nous avons des rapports de jury des oraux. Donc les jurys de chaque oral de la phase 3 ont rédigé une courte synthèse, un rapport qui présente donc aux personnes qui arriveraient évidemment jusqu'à l'oral leurs impressions par rapport à la préparation des candidates et des candidats, et donne des conseils aux personnes qui vont donc passer ces oraux. Nous avons également sur notre site toute une série de listes de lectures, de pistes bibliographiques que vous pouvez creuser si vous vous projetez donc dans le concours 2025 ou par la suite. On essaye de faire en sorte d'avoir sur le site un maximum d'outils à votre disposition, sachant que le document officiel du concours 2025, donc le document modalité 2025, il reprend toutes les informations que je viens de présenter à l'instant. Et enfin, l'adresse donc générique du bureau du concours, donc à laquelle toute personne peut écrire pour la moindre question relative à l'inscription, aux épreuves, au calendrier, etc. C'est bureau.concours@ens-louis-lumière.fr. Voilà donc vous avez à l'écran la capture d'écran donc de notre site. C'est le petit chapeau admission et donc inscription 2025, se préparer, etc. Pour se préparer au concours, donc là je reviens à des considérations peut-être un peu plus générales. Pour
bien se lancer correctement, dans de bonnes conditions, dans une préparation au concours. Et évidemment que tout ce que je vais dire va être augmenté, amendé par ce que les étudiantes et étudiants vont pouvoir dire. Mais ce que nous, on peut vous dire dans un premier temps, c'est qu'il faut une bonne connaissance, voire une très bonne connaissance du média choisi. Donc, selon que vous vous inscriviez en cinéma, en photographie ou en son, il faut avoir une aisance, donc à la fois technique, historique, artistique. Et ça veut aussi dire que vous êtes en quelque sorte ouvert sur d'autres formes d'art, d'autres médiums, et que vous n'êtes pas fermé à, par exemple, la peinture, la sculpture, ou en fonction donc toujours de la voie que vous choisissez. C'est quelque chose qui va se sentir dans le dossier et évidemment à l'oral, lorsque les jurys peuvent venir vous questionner sur vos goûts, tout simplement. Donc n'oubliez pas, ça a une part dans la préparation. Votre capacité d'analyse. On prépare, vous serez à l'école dans un diplôme niveau master, donc il y a un certain nombre de cours et de travaux qui s'appuient sur votre sens de l'analyse. Et ça se retrouve au concours. Les analyses, l'analyse filmique, l'analyse d'extraits de films pour le concours son, la composition pour le concours photographie. À chaque fois, on vient sonder, interroger donc votre capacité à analyser, à partir donc au-delà d'une simple description de ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous observez, mais que vous sachiez mobiliser donc des capacités analytiques. Des connaissances scientifiques aussi, bien entendu. Donc, j'en ai parlé. Ces connaissances, elles sont différentes selon le concours. Donc, les connaissances, les prérequis scientifiques en cinéma, ils sont détaillés dans le référentiel. En photographie, ils sont un peu différents, forcément. Et en sciences, ils sont encore bien spécifiques. Et si c'est pas suffisamment clair, je pense que c'est important de s'y arrêter. Les sciences, elles sont au concours parce qu'il y aura des enseignements scientifiques une fois à l'école. Et donc, le concours vient aussi repérer donc, un certain niveau, mais aussi un goût pour les matières scientifiques et les enseignements scientifiques. C'est l'une des particularités de l'ENS Louis Lumière, donc que de reposer sur ce triptyque technique, sciences et art, création. Donc, les sciences sont présentes dans le cursus et il est important, pas juste de s'y confronter au concours, mais de s'assurer que c'est quelque chose que vous souhaitez poursuivre pendant vos 3 années à l'école. Une pratique donc personnelle et de la motivation, ça c'est peut-être un peu plus évident, mais vos pratiques du médium choisi, évidemment, sont très importantes. Et dernièrement, le sens de l'expression orale et écrite, le soin apporté à l'expression. Donc à l'oral, ça sera vu lors des épreuves orales si vous y arrivez. Et l'écrit est évidemment important. À l'école, il y a en 3e année la rédaction d'un mémoire de master et votre capacité à écrire et à vous exprimer avec clarté est très importante. Quelques chiffres clés donc, par rapport au concours 2024 pour vous donner quelques ordres de grandeur. En cinéma, il y avait l'année dernière 325 admises et admis à concourir, donc qui ont déposé un dossier, phase 1. En photographie, elles et ils étaient 99 et en son 117. Pour chaque master, 16 places. Donc, en phase 2, pour vous donner un ordre d'idée, là encore, en cinéma, de 325, les candidates et les candidats sont passés à environ 150. Et à l'oral, une quarantaine, pour ensuite 16 admises et admis. En photographie, 99, puis une soixantaine de personnes en phase 2, environ 40 personnes à l'oral et 16 admises et admis. Et en son, 117, puis 80 personnes pour les épreuves écrites et une quarantaine toujours pour l'oral. Les 16 personnes qui sont admises à l'issue donc, de la phase 3, je précise qu'il y a une liste complémentaire. Cette liste complémentaire, elle sert évidemment en cas de désistement.
Donc, le jour de la publication des résultats, il y aura 16 noms en liste principale et une liste complémentaire de 6 à 8, enfin un nombre qui sera déterminé suite aux oraux, donc de personnes en liste complémentaire. Je vais ensuite donc passer la parole à Mélissa Bernard de la Fondation Culture et Diversité qui va dire un mot du dispositif donc, de la classe égalité des chances. Donc je l'invite à nous rejoindre. Alors Mélissa Bernard, je te laisse prendre le micro. On a la chance en plus, on a la classe de cette année que vous ne voyez pas mais qui est juste derrière sur le plateau, puisque vous allez découvrir tout à l'heure le versant du plateau qui servira pour les concerts dessus. Mais donc voilà, ils sont tous présents et toutes présents. Et donc Mélissa les accompagne depuis tout au long de l'année et nous accompagne, nous, dans tout ce qui est classe égalité des chances. Donc, je te laisse la parole. J'ai l'oreillette, alors je ne bouge pas. Ok. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Mélissa Bernard, je travaille pour la Fondation Culture et Diversité et depuis 2013 on met en place en partenariat avec l'ENS Le Lumière la classe égalité des chances. Donc la classe égalité des chances, elle a pour objectif de permettre à des élèves boursiers et boursières d'accéder à une préparation, donc une classe d'1 an, pour pouvoir se préparer au concours. C'est une classe qui est accessible à des élèves boursiers et boursières. Donc on a une vingtaine de places dans cette classe et elle est accessible aux élèves qui étudient en Île-de-France puisque, comme son nom l'indique, c'est une classe et donc il y a des cours tous les samedis, soit le matin ou soit toute la journée de septembre à février. Donc voilà, pour le moment, elle n'est accessible qu'aux élèves d'Île-de-France. C'est une classe qui demande un certain engagement, mais voilà, vous êtes accueillis tous les samedis par des intervenants et par des professeurs de l'ENS Lumière qui essaient au maximum de vous préparer au concours. Vous avez des enseignements scientifiques, vous avez des enseignements sur l'analyse, vous avez aussi des moments de pratique et c'est l'occasion de rejoindre un groupe donc d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'élèves qui ont les mêmes aspirations que vous, qui ont les mêmes passions et donc vous pouvez vous entraider dans la préparation de ce concours. Et c'est aussi ça la grande force de cette classe égalité des chances, c'est de pouvoir vraiment travailler ensemble et de préparer votre concours ensemble. Donc voilà, on a une vingtaine d'élèves qui peuvent accéder à cette classe. Pour pouvoir y accéder, on lance un appel à candidature. L'appel à candidature cette année, il sera ouvert le 1er février 2025. Vous pourrez du coup retrouver le lien vers cet appel à candidature soit sur le site de l'ENS Lumière ou sur le site de la Fondation Culture et Diversité. C'est le 2 juin une clôture de l'appel à candidature et ensuite c'est une sélection donc sur dossier dans un premier temps où tous les dossiers sont lus par un représentant de l'ENS Le Lumière et par un représentant de la Fondation Culture et Diversité. On organise un jury, on débat autour des dossiers, on en choisit entre 25 et 30 et les 25 et 30 élèves sont invités dans les locaux de la Fondation Culture et Diversité pour un oral d'admission. Si pendant les oraux d'admission, vous n'êtes pas encore en Île-de-France, c'est pas un souci. La Fondation Culture et Diversité prend en charge votre aller-retour. Donc voilà, on met pendant toute cette période notre énergie à vous accompagner dans votre préparation au concours. Il y a aussi tout un système de parrainage et de marrainage qui est mis en place avec des étudiants de l'ENS de Lumière qui donnent de leur temps et de l'énergie pour vous aider à préparer le concours. Et par la suite, donc vous passez le concours comme tous les étudiants, sans voie parallèle d'accès ni quota. En revanche, les frais d'inscription sont pris en charge par la Fondation Culture et Diversité et par la suite, vous avez accès à tout un accompagnement culturel dans un premier temps, puisque nous avons un réseau de partenaires culturel et artistique sur le territoire qui nous permet d'avoir accès à des expositions, à des représentations de manière gratuite. Et il y a également tout un accompagnement financier puisque la Fondation Culture et Diversité met en place des bourses d'aide au logement, des bourses d'études. Donc voilà, vous êtes accompagnés financièrement et culturellement tout au long de nos études. Et par la suite, on met également en place des ateliers pour l'aide à l'insertion professionnelle. Donc on vous
vous accompagne après l'école avec des after-work, avec des ateliers sur le CV, la lettre de motivation, comment réaliser un portfolio, voilà, tout ce dont vous avez besoin. Donc voilà, je vous rappelle la date pour candidater qui est le 1er février 2025. Et donc c'est un programme qui fonctionne particulièrement puisque le taux d'admission au concours pour les élèves qui sont passés par la classe égalité des chances est aux alentours des 17%. Donc c'est un programme qui a fait ses fruits. L'année dernière, on a eu le plaisir d'avoir 5 élèves de la classe égalité des chances qui ont intégré le NS Lumière. Donc voilà, c'est un programme qui fonctionne. Vous êtes accompagnés, vous êtes en groupe et je ne peux que vous encourager à postuler. Merci beaucoup, Mélissa. Alors, vous commencez déjà à poser pas mal de questions sur Facebook. J'en ai noté quelques-unes. Vous, Camille, Isabelle, Rassan, qui sont derrière, répondent aussi à certaines. Avant de commencer à passer vos questions, on va faire un petit tour de présentation de table des étudiantes et des étudiants. Donc, je vais vous demander de parler un peu rapidement, mais de ce que vous avez fait au bac comme spécialisation ou option, ce que vous avez fait derrière. Et comme il y en a qui sont passés par la classe égalité des chances, n'hésitez pas juste à le mentionner, comme ça s'il y a des questions derrière, vous pourrez aussi y répondre par la suite. Et Éléonore, je vais te laisser la parole. Alors bonjour à tous et à toutes, moi je m'appelle Éléonore, je suis en master son, donc en première année. J'ai fait un bac S option maths. Ensuite, j'ai fait une double licence sciences et musicologie. Donc les sciences, c'était une licence de physique mécanique. Et ensuite, je suis allée à Boulogne, dans une classe préparatoire en technique du son, dans le conservatoire de Boulogne. Et parallèlement à ça, j'ai fait la classe égalité des chances. Et donc, je suis rentrée en faisant ça. Voilà. Donc, bonjour à tous, moi c'est Paul et je suis en première année du Master Cinéma. Avant de ça, j'ai fait un bac S option maths, puis une double licence cinéma et gestion à la Sorbonne, et après un master en recherche en cinéma toujours à la Sorbonne. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bonjour, moi je m'appelle Clément, j'ai 27 ans, j'ai fait un bac STMG, du coup avant les nouvelles options. J'ai ensuite fait l'ESTRA pendant 3 ans et j'ai préparé le concours pendant 2 ans avant d'entrer à Louis Lumière et du coup je suis en son 1. Bonjour, moi c'est Milena et du coup au bac j'ai passé un bac spécialité mathématiques et cinéma et après j'ai fait un BTS audiovisuel en images à Saint-Denis et pendant cette deuxième année de BTS j'étais accompagnée par la classe égalité des chances et du coup voilà, je suis rentrée en master cinéma. Bonjour, du coup moi je suis Margot, j'ai fait un bac littéraire avec des options d'anglais. Après j'ai fait une licence de cinéma à Montpellier, un BTS photo à Toulouse et maintenant je suis en première année de photo ici. Bonjour, moi c'est Béchir, j'ai fait un bac S option sciences de l'ingénieur. Juste après j'ai fait une première année en DUT métier du multimédia et de l'internet. Et suite à ça, après, j'ai fait une année sabbatique et puis j'ai repris avec des études en BTS photo. Et après, me voilà du coup en première année en master photo. Merci beaucoup. Alors, dans les premières questions qu'on avait, donc, qui étaient plutôt autour pour l'instant du master son, il y avait une question sur pourquoi l'arrêt en partie des QCM sur la deuxième phase des écrits. Est-ce que Naomi, tu veux répondre de ce côté-là ? Oui, les QCM, on a constaté que donc c'est une réflexion au long cours. C'est vrai qu'il y a eu des QCM pendant assez longtemps, que c'était pas le meilleur moyen d'évaluer tout simplement les connaissances et les capacités de raisonnement des candidates et des candidats, puisque voilà, une fois à l'école, il n'y a de toute façon plus de QCM, donc simplement c'était pas le moyen le plus pertinent de tester. Le QCM, ça laisse quand même une certaine part à la chance, à l'aléatoire. Donc l'épreuve de maths physique était
auparavant en QCM, elle est maintenant sous forme donc d'épreuves ouvertes, donc avec des questions et vous devez rédiger vos réponses. Ça se rapproche donc, c'est plus aligné, disons, avec aussi les attendus de l'école. C'est voilà un petit peu en coulisses les fruits de cette réflexion. Si Aymeric, tu veux... Non, je pense que c'était clair. Et dans le même type de question, alors il y avait une question sur pourquoi en fait une analyse filmique en master son, qui, je le précise, est une analyse comparée de 3 extraits de film. Donc ce qu'on va chercher ici, c'est quand même ce travail de comparaison, plutôt qu'une analyse d'extraits musicaux dessus. Alors là, c'est des choix aussi liés aux concepteurs et aux équipes pédagogiques, mais on peut peut-être en dire un mot. Voilà, ça c'est une partie donc, qui apparaît dans le dossier de la phase 1, donc cette analyse comparée de 3 extraits de films, toujours dans l'idée que les différentes parties du concours, les différentes épreuves, elles reflètent aussi les contenus de la formation. Et puisqu'en son, on n'en a pas parlé, mais on peut ce matin s'il y a des questions. Donc la formation son, elle repose donc, sur une spécialisation possible dans différentes voies, donc un parcours son à l'image, un parcours art sonore et un parcours sonorisation. Et donc afin de faire apparaître aussi cette orientation de la scolarité en son pour celles et ceux qui le souhaitent, de s'orienter vers le son à l'image, donc aussi bien prise de son que montage, mixage, etc. Il y a cette épreuve ce bout d'épreuve d'analyse comparée pour aussi évaluer, repérer les goûts, l'appétence et les capacités à analyser, à s'intéresser au son à l'image. Ça ne veut en rien dire que les personnes qui intègrent le master son vont uniquement faire ça. C'est une des voies possibles. Simplement, c'est une formation la formation son qui est assez généraliste, qui ouvre à toute une série de métiers et par conséquent, le concours reflète aussi ces possibles. Oui, sachant que aux oraux, après, vous avez quand même un oral qui est d'analyse d'écoute aussi, qui est différent encore comme type d'épreuve. Peut-être que Éléonore et Clément, vous pourrez en parler d'ailleurs sur le vécu de ce côté-là. On va peut-être vous laisser la parole un peu sur, par exemple, ces 2 épreuves, si vous voulez en dire un mot. Voilà. Et après, il y aura une question pour finir sur l'aspect master son dessus, sur justement les parcours possibles post-bac. Donc vous avez parlé des vôtres, on reviendra dessus après par rapport à peut-être vos camarades, et puis Naomi, on pourra compléter un peu dessus. Mais je vous laisse peut-être déjà faire un peu un retour d'expérience, on va dire, sur ces 2 épreuves d'analyse d'extraits d'images de films et de l'analyse d'écoute que vous avez vécue aux oraux. Donc pour l'analyse comparée, faut quand même garder à l'esprit qu'effectivement on va rentrer en son. Donc c'est précisé qu'on doit faire une analyse assez générale, mais moi je sais que j'avais quand même assez axé sur le son. Et c'est pas incohérent parce le Lumière c'est quand même une école qui à la base est très cinéma, et on a la chance d'avoir nos collègues en cinéma, en photo avec lesquels on va travailler pendant 3 ans, même si au final on va pas faire du cinéma, vous allez forcément en faire dans l'école et tout ça, donc je pense que c'est important. Et pour l'autre épreuve de l'oral du coup d'écoute, je sais pas, peut-être tu peux m'aider. Du coup, c'était plus porté radio, on va dire. Après, c'était pas forcément que ça, mais en tout cas, c'est surtout des créations sonores ou alors d'autres ou des documentaires. Donc il y a cet aspect plus radio, donc c'est pas, encore une fois, c'est différent du cinéma. Et là, du coup, c'est de l'analyse, c'est vraiment de l'analyse sonore là pour le coup. C'est un peu pareil que pour l'analyse filmique où du coup, moi, de mes souvenirs dans le sujet, c'était plus on va parler de cinéma, mais seulement si on en sent le besoin et si c'est un élément important, et sinon on va plutôt parler de son. Et donc du coup là en radio, du coup c'est vraiment que son, et c'est axé sur qu'est-ce qu'on a pu ressentir, pas forcément trop l'aspect technique, mais aussi ce que ça nous a fait ressentir émotionnellement, tout ça. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris de l'épreuve.
Et alors sur les trajectoires, est-ce que vous sauriez dire un peu par rapport à vos camarades ce qu'ils ont pu faire d'autre sinon après on va en parler avec Naomi. Les parcours post-bac, donc il y a majoritairement des gens qui ont fait un bac scientifique, peu importe que ce soit avant ou après les options. En termes d'âge, on va vraiment de 19 à 27 ans. Donc il y a 3 ou 4 personnes, enfin il y a 3 personnes qui ont fait Ciné-Sup, donc une prépa de 2 ans. Il y a 2 personnes qui ont fait Chalon-sur-Saône, une prépa son qui est là-bas. On est 2 à avoir fait la double licence sciences et musicologie. Il y a 2 personnes qui ont fait une école d'ingénieur. Il y a Clément qui a fait l'ESRA. Aide-moi, je sais pas. Je crois qu'il y a 1 ou 2 personnes qui ont fait une licence électronique aussi. Et un BTS aussi audiovisuel, je crois. Et oui, il y a aussi des gens qui ont fait métier du son, la fac de métier du son à Gustave Eiffel. Et une personne qui a fait aussi une licence d'art du spectacle, je crois, et qui après a travaillé le concours de son côté. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des parcours très très différents. Voilà. Et, juste pour rajouter aussi que du coup, il y a aussi un bac littéraire. Et donc moi c'était bac STMG, mais donc il y a aussi 2 bacs qui sont pas que scientifiques aussi cette année. La constante, c'est certain qu'il faut avoir un goût et des connaissances en sciences, mais les voies pour arriver à l'école sont variées, et la promotion d'Éléonore et Clément en est une très bonne illustration, avec une vraie variété de profils. Donc c'est vraiment 16 personnes qui sont arrivées au concours grâce aussi à leur préparation personnelle, leur envie. Donc je pense que s'il y a quand même un message à faire passer, c'est que malgré donc un niveau et des prérequis qui semblent importants, le concours est de toute façon ouvert à toute personne qui le souhaite. On ne discrimine pas sur le type de formation post-bac, et c'est certain que certains types de formation semblent plus indiqués pour réussir le concours. Ça doit toutefois pas être le critère pour les personnes qui sont encore en train d'hésiter sur une orientation future. Le concours peut aussi se réussir sur la base de la singularité de votre parcours et de votre détermination à rejoindre Louis Lumière, même si c'est pas du premier coup. Les informations relatives donc vraiment aux attendus du concours, donc ce sur quoi on peut vous répondre et vous guider le plus précisément, elles sont connues, et à partir de là, je pense qu'avec un travail sérieux, et je pense que toutes les personnes qui sont à mes côtés mettront vraisemblablement l'accent sur l'aspect entraînement, répétition, s'entraîner sur les exercices, se faire aider, relire par des camarades, et s'entraîner. Tout à fait. Et on va rester sur ces questions donc de parcours, je pense un petit peu, pour parler aussi photographie puis cinéma. On va vous aussi donner la parole, pour un peu, pareil, raconter un peu ce qu'il y a comme parcours et diversité. En photo, vous allez le voir, il y a une vraie diversité dans les profils, donc c'est évidemment intéressant. Une toute petite question à tout le monde avant. Je ne me souviens plus, qui l'a passé plus d'une fois le concours ? Donc on en a 3 qui, pour vous donner une idée, que c'est pas impossible dès la première tentative. Ça se travaille, donc comme l'a dit Naomi et comme on va, je pense, le répéter assez souvent. Quelle que soit la formation, c'est un concours qui se travaille à côté de toute façon. Je laisse la parole à Béchir et à Margot, peut-être pour parler un peu côté photo. De ce qu'il y a dans la formation, et puis on complétera si besoin en termes de diversité de parcours. Sur la promo de 16 personnes, je crois qu'on est 4 ou 5 personnes à avoir fait un BTS photo. Donc c'est moins d'un tiers de la promo, c'est très 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 varié. On a des personnes qui ont fait des doubles licences, des personnes qui ont déjà des masters en scénographie ou en design. On a des gens qui ont fait de la socio. Si tu peux m'aider. Il y a beaucoup de gens, il y a plusieurs personnes qui sont passées par des prépas littéraires aussi, pas mal, qui après ont rattrapé la fac. Il y a une personne qui vient de l'ENS en sociaux,
Au niveau des bacs aussi, c'est très 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 varié. Il y a de tout. Il y a des personnes comme Margot, des bacs littéraires ou des bacs un peu plus économiques et social. Donc c'est hyper varié. Les profils sont grave singuliers. Donc voilà. Je pense qu'au niveau de la préparation du concours, c'est un peu une introspection où il faut savoir les côtés qu'on doit aller plus travailler et comprendre aussi là où on a des manquements. Je pense qu'il y a beaucoup aussi se tenir au courant de l'actualité de la photographie. Je sais que nous, je l'ai préparé avec plusieurs amis le concours et on s'est beaucoup renseigné sur ce qui se passait en photo, les expos qu'il y avait, vers quoi ça tend, les différentes tendances, les différentes techniques aussi, quelque chose sur l'histoire et après se créer aussi quelque chose de cohérent dans notre approche à nous, qu'est-ce qui nous plaît et qu'est-ce qui aujourd'hui est cohérent avec ce qui nous plaît, mais ce qui a déjà existé avant et cette espèce de mélange, avoir quelque chose d'un peu large sur nos sujets, quoi. C'est vrai qu'il faut être énormément curieux, pas hésiter à chercher un peu partout. Et au niveau des sciences, faut pas hésiter aussi à se faire aider. Je sais que pour ma part, j'ai pas mal exercé, je me suis fait pas mal corriger par mes professeurs. Donc voilà, ça demande aussi de la pratique. Peut-être en cinéma, si Milena et Paul voulaient rapidement nous parler de votre promo dans les grandes lignes pour donner une idée des parcours et ensuite nous dire en 2 mots comment vous êtes préparés, peut-être sur les sciences en particulier. Alors sur la promo, donc sur les 16, on a des parcours assez variés sur ce qui est post-bac. Je crois que Milena, tu dois savoir le nombre de BTS. Voilà. Après, on est quelques-uns à avoir fait la fac, donc licence, et puis pour certains master aussi. Il doit y avoir des personnes qui ont fait. Il y a une personne qui a fait une école d'ingénieur avant de passer le concours, et il y a des personnes aussi qui ont eu des parcours plus hachés ou qui ont fait des études, qui ont arrêté, qui ont repris et qui ont travaillé aussi un peu avant de faire le concours. Donc ouais, en fait, il n'y a pas un parcours spécifique pour arriver là où on est à l'école. Et en fait, je pense que c'est surtout une expérience qu'on accumule et c'est ça qui va aussi être valorisant dans ce qu'on peut proposer aussi dans les dossiers et ce qu'on a raconté. Voilà. Oui, en effet, il y a aussi quand même d'autres profils assez variés dans la classe. On a une personne qui a fait Cinésup, une personne qui vient plutôt d'un parcours en école d'animation, une personne qui a fait des études de mathématiques. Donc c'est vrai que c'est très chouette parce que c'est très varié et du coup, entre nous, on a des profils différents et on peut s'apprendre les choses qu'on connaît moins. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un grand point fort. Et sur la préparation plus, donc par rapport aux sciences surtout, j'avoue que moi, avec le BTS, c'était des choses qui faisaient partie de mes enseignements, donc c'est pas ce sur quoi j'ai mis l'accent. Je pense que c'est ce que disait aussi Béchir, c'est qu'il faut connaître ses points forts, ses points faibles, donc selon son parcours et ce qu'on préfère, ce à quoi on est le plus doué ou pas. Mais du coup, j'ai révisé les sciences principalement avec les sujets qui sont disponibles sur le site, et puis avec la classe égalité des chances, j'ai eu ce privilège-là. Et si justement on passe un tout petit peu plus sur cette épreuve en fait à la phase 2 qui était une nouvelle épreuve l'an dernier, savoir un peu comment vous l'avez vécu en termes aussi de difficultés, c'est comment vous conseilleriez peut-être de la préparer dessus, sachant que pour rappel on a quand même sur le site beaucoup d'éléments. Vous retrouvez les annales, donc vous pouvez retrouver l'annale de l'an dernier pour découvrir cette épreuve. Vous avez aussi dans les modalités tout ce qui est référentiel, où vous pouvez comme ça en effet aller vérifier qu'est-ce qui peut être attendu et comme vous l'expliquez, positionner par rapport aux fragilités ou aux forces pour préparer des fois peut-être
plus un aspect du concours selon vos parcours. Mais je vous laisse du coup peut-être dire un mot sur comment vous avez vécu, comment s'est passée cette épreuve de sciences qui était remise à l'écrit cette année. Pour l'épreuve de sciences, c'est vrai que on sait que c'est une grosse partie du concours au vu du cursus à la suite dans l'école qui est très axé sur les sciences. Donc c'est vrai que pour me préparer, j'ai beaucoup utilisé le référentiel dont Naomi parlait, avec où là il y a une liste de toutes les thématiques matière par matière qui est importante et qui permet de se donner une vision de ce qui est demandé. Et après, le ressenti sur l'épreuve, c'est vrai que j'avais beaucoup travaillé les sciences. En fait, j'en faisais régulièrement pour toujours avoir ça en tête. Et la surprise que j'ai eue, c'était de voir que c'était surtout une épreuve qui était très axée sur la réflexion. Je sais pas, Milena, si j'ai l'impression que c'était aussi beaucoup de réflexion et de logique, voilà, de savoir en fait aller chercher nos connaissances, les mettre en lien pour arriver à avoir un raisonnement cohérent et qui c'était beaucoup de raisonnement plus que ce qu'on pourrait avoir l'habitude dans des parcours civiques avec juste des calculs, des équations à résoudre. C'était pas ce genre d'exercice. Oui, c'était aussi mis en lien avec des problématiques de l'audiovisuel, la physique appliquée à l'audiovisuel. Donc ça, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est vrai que c'est spécifique. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut travailler, c'est connaître les cas de figure, comment on utilise l'optique au cinéma. Enfin voilà, c'est aussi ça la spécificité, plus que juste du calcul pur et dur, quoi. Et je rajouterais, je ne l'ai pas mentionné en présentant les épreuves et la phase 2 de manière générale, mais il y a une note éliminatoire en phase 2 pour les concours son et cinéma. Donc, note éliminatoire qui est de 5. Et si vous obtenez cette note à l'une des 2 épreuves écrites, donc vous êtes éliminé. Donc, il y a ce seuil à connaître et il faut évidemment viser d'être au-dessus. J'indique qu'on voit des amplitudes de notes assez variées, et comme le concours est organisé de telle sorte à ce que tout le monde repart sur un même pied d'égalité après chaque phase. Donc même si vous avez obtenu une note plutôt faible, par exemple, donner un exemple à l'épreuve de maths physique en son, qui a été compensée par une bonne note au QCM d'électricité électronique, ça n'est pas un handicap lors de la phase 3. Vous ne partez pas avec un retard qu'il s'agirait de rattraper. Voilà pour dire en toute transparence comment le concours fonctionne aussi. Pour parler encore un peu science, peut-être Béchir et Margot, en photo, vous, comment vous avez vécu, sachant qu'il y a une épreuve qui est plutôt d'analyse technique, de documents visuels sur la deuxième phase, mais il y a une épreuve quand même de sciences appliquées aux oraux. Voilà, comment vous l'avez préparé et comment vous l'avez vécu tous les deux? Du coup, nous, en venant tous les deux de BTS, c'est des matières qu'on avait régulièrement. Du coup, peut-être on n'est pas les plus à même d'avoir du recul sur ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens de notre classe qui l'ont préparé en allant à la bibliothèque ou que sais-je, en prenant les référentiels et en se renseignant sur les différents points. Après, du coup, l'épreuve d'analyse technique, il me semble, c'est une épreuve qui est plus axée sur la technologie du matériel, je dirais, plutôt que des sciences dures. C'est plus connaître des choses de l'histoire, de la technique de la photographie, par exemple des formats de fichiers ou des procédés techniques et savoir en parler. Et après, à l'oral, là, c'est plus de la science un peu plus dure, je ne sais pas si ça se dit, mais plus appliqué. Après, toujours appliqué à la photographie, on tire au sort des sujets et on essaye de les résoudre. Moi, j'étais tombée sur de l'optique, donc après, une formule de conjugaison d'optique qu'on connaît un peu quand on vient du BTS. Et à l'oral, du coup, il y a aussi le fait d'expliquer vraiment son raisonnement. Donc, comprendre quels calculs on fait et pourquoi on les fait. Et c'est la même chose aussi avec l'analyse comparée du coup des documents. Donc, ça demande et de la culture, mais aussi de savoir
bien les comparer et comprendre les choix et justifier vraiment ces choix-là. Et en son, on va poser à peu près la même question, à savoir voilà, comment vous avez préparé, vécu ces différentes épreuves à la phase 2 de ce côté-là, puisque du coup, aux oraux, il n'y avait plus d'épreuves sciences appliquées en soi, il y avait quand même une épreuve autour de la technique où on pouvait quand même vous poser évidemment quelques questions. Voilà, comment vous êtes préparé à ces épreuves et comment vous l'avez vécu? Du coup, c'est assez direct, quoi. Enfin, vraiment, genre maths physique. Pour le coup, il n'y a pas de doute, quoi. C'est pas de la technique ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, je dirais, niveau bac scientifique et un peu plus prépa première année maths sciences, en excluant la chimie. Du coup, moi, j'ai passé le concours en 2 ans et je me suis préparé, du coup, la première année. Enfin, du coup, j'étais pas en cours, j'avais pas de formation à côté, donc je me suis formé tout seul. Et du coup, la première année, je me suis formé solo sans vraiment demander d'aide à quelqu'un. Et puis la deuxième année, du coup, j'ai un prof particulier qui m'a un peu checké 2-3 fois dans l'année, histoire que je puisse savoir si j'étais sur la bonne voie, quoi. Du coup, c'est vraiment un truc que je recommande, vous le disiez aussi, de vraiment demander de l'aide à des gens, parce que vous pouvez, enfin, je pense pas que vous pouvez, à moins que vous soyez très chaud, je sais pas, mais que vous puissiez vous rendre compte et prendre le recul nécessaire pour savoir si vous avez tous les petits détails qu'il y a, parce que du coup, il n'y a pas de correction pour les annales. Donc voilà, c'est, je pense, super important. Et du coup, comment je l'ai vécu, en vrai, c'est assez long en vrai de préparer ça toute l'année, mais bon, on fait pas que ça. Enfin, il y a aussi, on se cultive, on sort voir des films et tout, donc c'est pas non plus, on fait pas que ça. Mais du coup, ouais, c'est long, mais enfin, ça se fait. Ouais, les sciences en son, c'est une grosse partie de la préparation. C'est peut-être même la partie la plus dure, enfin en tout cas celle qui fait le plus peur. Déjà, pour tous les concours, enfin peu importe les filières, ce que je conseille, c'est si vous avez des gens dans votre entourage qui tentent les concours, essayez de vous entraider. En fait, c'est pas parce que c'est un concours que il faut essayer de rabaisser les autres ou quoi que ce soit. Justement, en fait, moi je sais que j'avais un petit groupe de révision. Il y avait une autre personne en son dans la classe égalité des chances, donc on allait à la bibliothèque ensemble. J'avais un ami qui l'a tenté et au final notre groupe de révision a pu tous ensemble intégrer l'école. Donc en fait, c'est aussi le but, c'est aussi d'apprendre des choses et de faire un parcours où on apprend. Et de toute façon, ce qu'on apprend pour le concours, ça va nous servir, peu importe qu'on soit accepté ou pas. Après, les sciences, moi je conseille de s'y mettre tôt et de beaucoup se baser sur les annales. Je sais que les annales sont très compliquées et du coup, il faut prendre le temps de bien les résoudre parce que c'est quand même des exercices qui peuvent revenir. Et j'ajouterai un point aussi pour dire que du coup, c'est vraiment un concours, donc ne paniquez pas si vous n'avez pas tout. Enfin, en fait, ça peut paraître vraiment très compliqué, mais comme les notes sont basées sur la personne qui a le mieux réussi à la personne qui a le moins bien réussi, parfois ils font des épreuves très très compliquées, et en fait la personne qui a le mieux réussi, en fait elle aura vraiment pas tous les points, quoi. Mais donc, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, et Éléonore fait bien de le mentionner, mais donc la logique concours veut que c'est un classement des candidates et des candidats. Donc, c'est pas à qui aura 20 sur 20, c'est quelles sont les personnes qui ont le mieux réussi, et donc dans un ordre bien précis. Donc, il faut aussi réussir à relativiser votre performance sur le dossier que vous avez rendu, sur votre prestation lors des épreuves écrites, donc le jour J, avec l'effet du stress, etc. Et après les oraux, forcément, vous pouvez avoir l'impression d'avoir très bien réussi un des 3 oraux, où vous êtes complètement planté. Les impressions sont souvent trompeuses, et de toute façon, et ça c'est ce qu'on dit à tous les candidates et candidats, c'est un classement. Donc, il suffit en quelque sorte d'avoir un peu mieux réussi que les autres. Et je rajouterais juste que le référentiel, c'est vraiment très très cool, quoi. Genre, allez voir sur la plaquette, vous avez vraiment tous les trucs, tous les sujets listés en maths physique électronique. Et j'allais justement compléter sur ça. Voilà, au-delà du référentiel, vous avez aussi vraiment beaucoup de
pistes bibliographiques, de pistes de lecture, y compris des fois des sites, notamment en son. On a quand même un des enseignants du master qui passe beaucoup de temps à faire un site assez complet sur les aspects notamment scientifiques. Vous avez les liens évidemment sur les modalités sur le site. C'est des outils en fait qui permettent vraiment aussi d'accompagner de ce côté-là, je pense, la préparation. Et c'est pareil en photo où les enseignantes et les enseignants prennent le temps de réfléchir sur des pistes de lecture pour accompagner. Ne les négligez pas en tout cas comme outil de travail. On a beaucoup parlé la science, on va peut-être parler un peu aussi sur les autres aspects du concours pour aussi avoir un peu vos retours, notamment la dimension peut-être un peu créative qu'il y a quand même aussi dans les 3 concours. On va peut-être commencer par la photo parce que c'est là où il y a peut-être l'aspect le plus important, notamment dans le dossier, de raconter un peu comment vous aviez peut-être choisi pour préparer votre portfolio, comment vous avez vécu ou préparé aussi la série de photos qu'il y avait à faire, voilà, sachant qu'après vous pouviez les compléter et présenter aux oraux aussi ce portfolio. Donc, je vous laisse la parole. Je ne sais pas si c'est Margot ou Béchir en premier. Au niveau du portfolio, faut se dire que ce qu'on montre, c'est aussi un peu la première idée de là où on veut aller photographiquement. Il faut, encore une fois, j'hésite pas à le dire, mais il faut pas hésiter à se faire relire et demander des avis externes sur son portfolio. Ça aide énormément, que ce soit sur le choix des images ou même la continuité de comment on va le construire. Et pour l'épreuve, du coup, on avait une série de 5 images à réaliser sur le thème de l'invisible. Et laissez vraiment votre créativité parler, dans le sens où prenez le sujet tel qu'il vous vient, tel qu'il vient, et puis surtout le but, c'est pas de se brider, de vraiment laisser sa manière à soi de s'exprimer, en tout cas photographiquement. Je sais que ce qui m'a aussi énormément aidé, c'est d'aller aussi me documenter, de regarder ce qui a été fait et comment ça a été fait et pourquoi ça a été fait. Donc il y a aussi l'aspect d'intentionnalité qui aide énormément aussi à l'oral lorsque du coup on arrive sur cette phase. Donc voilà, si tu as des trucs à rajouter. Non, sur du coup la partie création entre guillemets, prendre vraiment quelque chose qui nous plaît, et autant aussi dans la technique quelque chose qui nous parle, puisque après si on va à l'oral on va devoir en parler, et je sais que du coup moi j'ai vraiment fait quelque chose qui me plaisait, et forcément, je pense que du coup ça aide aussi à l'oral d'être plus à l'aise de parler de quelque chose qu'on aime, et quelque chose sur quoi on sait pourquoi on travaille dessus, et pas essayer de faire quelque chose le plus entre guillemets parfait et technique possible, mais du coup au détriment de passer à côté de plein de choses qui nous plaisent et qui nous entraînent entre guillemets. Peut-être côté cinéma, Paul et Milena, dans le dossier, donc il y a quand même ce travail de photos et de préparation un peu comme de séquences, qui a un aspect évidemment technique aussi, et où il ne faut pas négliger l'aspect argumentation et réflexion sur ce que vous allez faire, mais comment vous l'avez préparé ou fait, on va dire, de ce côté-là? Alors le dossier, moi j'ai été confronté 3 fois à cette épreuve parce que j'ai passé le concours 3 fois avant de le réussir, donc faut pas lâcher. Ce petit message en plus. Mais cette épreuve-là, je pense que le conseil que je donnerais le plus, c'est d'être authentique dans ce qu'on présente, dans la façon dont on voit le synopsis qui est proposé à mettre en scène. Parce que c'est aussi une manière, à travers les photos qu'on va donner, de montrer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, notre goût en termes de cinéma, ce qui nous intéresse dans l'image. Tout ça, je pense que ça se ressent dans ces photos qu'on prend, et aussi dans la manière dont on l'explique, puisqu'il y a aussi... accompagné de ces photos, il y a tout un dossier où on explique, où on met nos références qui nous ont servi à travailler à produire ces photos. Donc, pour reprendre ce que Béchir disait, il faut savoir
ses points forts, ses points faibles, mais plus que ça, il faut savoir aussi se connaître soi-même pour pouvoir être encore une fois le plus authentique dans sa démarche, parce que je pense que c'est ça qui paye aussi, c'est de montrer un peu peut-être la singularité qu'on peut avoir ou vraiment notre petite particularité, notre goût en termes de cinéma, c'est ça qui peut, j'ai l'impression aussi, démarquer un peu notre profil. Voilà. Si Milena, tu as quelque chose à rajouter. Non, je suis complètement d'accord. Je trouve qu'en fait, c'est un travail assez personnel. Les questions sont vachement personnelles, sur pourquoi on veut faire ces métiers-là. Donc, c'est important, en effet, d'être authentique. J'ajouterais aussi que moi, j'ai vachement pensé cette épreuve par rapport à l'oral futur. Donc, de vraiment me poser plein de questions sur tous les choix que j'ai faits. Pourquoi tel ratio, pourquoi telle lumière. Chacun de mes choix, je les ai justifiés, j'y ai pensé. Et puis aussi de prendre du plaisir à faire cet exercice. Moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ça. Et du coup, ça va se ressentir après à l'oral que c'est quelque chose qu'on a apprécié. Et voilà, juste s'amuser, se faire plaisir sur le fait de faire des images. Et oui, peut-être la création sonore pour Éléonore et Clément. Je pense que ce qui est important, c'est de bien réfléchir le thème qu'on nous a donné. C'est important l'interprétation du thème. Je pense que c'est aussi important, aussi en vue de l'oral, d'écouter des documentaires et des fictions sonores. Ça prend généralement pas beaucoup de temps et en fait on se rend compte qu'on aime beaucoup ça. C'est juste, tout le monde le fait pas tous les jours, donc voilà, faut aller chercher. Et interpréter le thème. Et vous inquiétez pas si vous n'avez pas beaucoup de matériel. La première année où j'ai tenté le concours, j'avais eu genre 15 à ma création et j'avais tout fait avec un Zoom, donc un enregistreur portable. Donc voilà, je pense que c'est important de le dire aussi. Ouais, c'est ça. En vrai, beaucoup écouter d'autres choses aussi. Comme ça, déjà, ça rassure. Ça vous allez pas vous dire genre mais putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, dans quelle direction je veux aller. Il y a déjà plein de choses qui ont été faites. Vous pouvez regarder un peu genre ce qui se fait en termes techniques plutôt genre. Et après ça. De toute façon, le sujet c'est quelque chose qui vous est personnel. Faites quelque chose que vous aimez genre qui va vous faire kiffer parce que de toute façon ça va se ressentir à la fin. Voilà. Et pour le coup, nous en création sonore, il n'y a pas de note d'intention. Donc, gardez-le en tête, ça, du coup. Là, vous n'allez pas pouvoir justifier. Béchir, Margot, Milena et Paul ont beaucoup mis l'accent et c'est important de le redire. Il faut montrer ce que vous savez faire, mais aussi réussir à articuler pourquoi, comment, et vous serez aussi évalué sur votre capacité à justifier, à défendre tous ces choix. Petite précision par rapport à la création sonore. Donc, pour le concours son, cette création, on ne demande aucun document écrit qui viendrait se rajouter à ce que les correctrices et correcteurs vont entendre et écouter. Donc, on a souvent cette question. C'est juste un fichier audio qu'on attend. Et alors, comme le disait Éléonore pour le son, on le reprécise, mais en cinéma, c'est un peu le même principe. On ne s'attend pas forcément à ce que vous alliez utiliser le dernier matériel technologique pour préparer le dossier. L'idée, c'est vraiment la réflexion et l'argumentation. Donc, ça peut tout à fait se faire, je pense, avec un téléphone portable en termes de photos que vous avez prises. Je ne sais pas qu'est-ce que vous aviez utilisé, vous, comme matériel, mais il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. C'est vraiment l'aspect, je pense, argumentation et vraiment le travail de réflexion personnelle derrière qui va l'emporter. Oui, je pense que c'est hyper important de se dire ça parce qu'en plus ça peut être du matériel qui est coûteux ou quoi et il faut pas se mettre la pression. Moi j'utilisais mon appareil photo, mais avec un téléphone ça fonctionne très bien et j'ai utilisé seulement de la lumière naturelle et des draps blancs ou noirs, des choses en fait qu'on peut trouver chez soi, donc il faut aussi être un peu savoir bidouiller, etc. et ça marche complètement. Oui, je suis d'accord avec toi, Mina, quand tu parles de drap, parce que moi, je me rappelle, j'ai utilisé un plaid pour masquer des choses et des lumières. Et en fait, j'ai fait ça très simplement avec mon appareil photo. Et je crois que j'ai dû peut-être utiliser un panneau LED qu'on m'a prêté gracieusement. Et c'est tout. Donc, il faut faire simple. Et l'important, c'est plutôt toute la réflexion qu'on va mettre derrière. Et le travail, soigné sur le cadre, la mise en scène, plus que sur l'outil qu'on utilise.
parce que ça, après tout, c'est qu'un outil et c'est plutôt savoir comment l'utiliser pour transmettre ce qu'on veut transmettre au final à travers ces photos. Peut-être en photo, vous, Béchir et Margot, justement aussi sur tout ce travail de dossier. Alors souvent, parce que c'est la passion ou la formation avant, vous avez déjà souvent un appareil photo, mais vous, est-ce que c'était, voilà, comment vous l'avez vécu ce côté-là? Je pense que c'est pareil, ce qu'on juge est plutôt le rendu et la réflexion dessus, mais je veux bien un petit mot, si vous voulez, sur comment vous avez fait cette partie. Quand j'ai réalisé ma série d'images, moi j'étais sans appareil photo fixe, donc on m'a prêté un appareil photo et j'ai réalisé des images chez moi en essayant de jouer avec un panneau LED aussi qu'on m'a prêté. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin non plus d'avoir le dernier appareil photo ou de faire des photos en studio ou quoi que ce soit. C'est même hyper intéressant de jouer avec les contraintes qu'on a pour laisser quand même exprimer sa créativité. Ouais, je sais aussi qu'il y a des gens... Du coup, c'est vraiment quelque chose où on peut se laisser aller à explorer des façons de faire de la photographie. Je sais que dans notre promo, il y a, par exemple, Sylvain, il a travaillé à la caméra thermique, donc quelque chose qui n'est pas du tout dans les codes de la photo, dans les institutions, ce qu'on aimerait... ce qu'on peut entendre, en fait, c'est se laisser aller à explorer aussi des trucs. Je crois que c'est Maël qui a créé une espèce d'installation photo. En fait, il a, son rendu, c'était pas de la photo exactement, c'était comment visionner d'une certaine manière certaines images, si j'ai bien compris, si je le réexplique bien. Donc c'est aussi réfléchir, c'est autour de la photo en fait, mais il y a plein de choses qui ont été proposées qui étaient hyper diverses et avec plein de sources différentes, de l'argentique, du numérique. Voilà. Et les jurys, à l'oral, lorsqu'ils vous ont posé des questions par rapport à vos portfolios, vous avez eu, comment ça s'est passé pour vous, ce moment que vous avez eu pour parler de votre travail? Alors, on le dit aussi, puisque globalement, l'écho qu'on a, c'est que ces oraux, c'est des moments intéressants, stimulants. Après, c'est toujours plus intéressant de vous entendre vous en parler, mais comment, voilà, très simplement, vous avez voilà, quel recul vous avez sur le moment où vous avez parlé de votre travail, éventuellement de vos outils, de votre pratique face au jury? Et alors, il y a une petite question complémentaire qu'on vient d'avoir en même temps par rapport justement à ce dossier. Donc, c'est peut-être Naomi qui pourra répondre aussi sur est-ce qu'on peut mettre autre chose que des photos type retour d'expérience sur des expositions, texte complémentaire de ce côté-là? De mémoire, sur le dossier de préparation, on peut parler de notre attrait à la culture photographique, et donc là on peut parler du coup de retour sur certaines expositions, etc. Et pour en revenir du coup sur l'oral, ce qui est intéressant, c'était aussi de comprendre comment on a réalisé le projet et quels problèmes on a pu faire face et comment on a pu du coup y remédier. Donc ça demande aussi de savoir aussi, même si on n'a pas les derniers appareils photo, il faut quand même aussi comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Attention, hein, ça arrive de ne pas le savoir, il faut le dire aussi. Et voilà. Ouais, l'oral, il y a aussi toute une partie qui est chouette où en fait on mélange un peu toutes nos expériences, mais autant dans ce qu'on a vu que ce qu'on a pu produire, et où du coup on arrive un peu à prendre un peu un fil rouge sur notre parcours et sur ce qui nous intéresse. Je sais que moi ça a été chouette, ça m'a beaucoup permis de comprendre quels étaient mes attraits en photographie, les sujets aussi que j'avais envie de traiter ou non, vers où j'avais envie de me diriger, même techniquement. Je trouvais que c'était assez chouette, assez stimulant là-dessus. C'est vrai qu'on
Quand on nous demande quelles sont nos références photographiques ou qu'est-ce qui nous inspire, c'est là où on peut aussi vraiment s'exprimer. Et par moments aussi, on fait découvrir des photographes. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça crée vraiment de l'échange avec le jury. Et dès qu'il y a un échange, il y a beaucoup moins de stress, pour être honnête. Donc voilà. Pour répondre peut-être sur cette question relative au dossier, donc les attendus du dossier, les consignes sont très claires par rapport à chaque partie du dossier. Ce qu'il faut néanmoins souligner, c'est que le dossier il doit être anonyme. Donc lorsque vous répondez aux différentes différentes composantes du dossier, vous devez faire en sorte que vous n'êtes pas reconnaissable par les personnes qui vont vous corriger. Donc, pas de prénom, pas de nom, ça c'est peut-être évident, mais pas non plus d'éléments qui permettraient explicitement à quelqu'un qui sait, aurait... par un plus grand des hasards, voilà, une expérience qui permet de vous nommer ou de vous reconnaître à travers le récit que vous en faites. Et donc, voilà, gardez ça en tête. Vous rendez donc des travaux que vous réalisez, vous parlez de vous-même, mais il y a cette dimension d'anonymat qu'il faut respecter. On a préparé... un petit document pour toutes les personnes qui vont donc être admises à concourir, donc qui va vous aider aussi lorsque vous rendez votre dossier à bien supprimer toutes les métadonnées sur vos fichiers PDF pour être sûr qu'on n'ait pas d'erreur là-dessus, qu'on ne se retrouve pas avec un fichier sur lequel il y aurait encore votre nom, ce genre de choses. Donc après, vous pouvez, dans le dossier photo, évidemment, vous raconter, parler de choses plus intimes dans votre parcours qui vous ont amené là. Ce qui est certain, c'est que, et ça se retrouve au moment des jurys d'oraux, les jurys sont là pour rencontrer des personnes. Donc, ils veulent vous voir comment vous incarnez vos goûts, vos connaissances. Et il s'agit de défendre tout ça, toute votre spécificité, très authentique dans tout ce que vous présentez là. Alors, on approche de la fin d'ici une petite dizaine de minutes. Avant de laisser à chacune et chacun, du coup, un dernier conseil, un dernier mot, je voulais revenir quand même quelques instants sur la classe égalité des chances qu'on fait en partenariat avec la Fondation Culture et Diversité. On a la chance donc d'avoir deux élèves qui sont passés par la classe. Donc, je vais comme ça vous demander un petit retour sur comment ça s'est passé, ce qui vous a plu, qu'est-ce que ça a pu vous apporter sur l'année. Pour rappel, donc elle s'adresse aux personnes à partir de Bac+1 qui vont être en Ile-de-France l'année de préparation du concours, qui sont boursières. C'est vraiment un accompagnement qui, au-delà de l'aspect cours, qui sont les samedis matins, la dimension, on va dire, du groupe et de tous les à côté, donc l'aspect mentorat, l'aspect aussi accompagnement par la Fondation, je pense sont vraiment des outils qui permettent d'aider. Alors cette année, on a eu la chance d'avoir 5 personnes qui sont rentrées, c'est pas tous les ans, mais on était ravis, ça met la pression pour la classe l'année prochaine, mais en même temps c'est vraiment un bel outil d'accompagnement. Donc je vais vous laisser la parole, Éléonore et Milena, pour nous dire un petit mot, voilà, de ce côté-là aussi. En effet, c'était très utile pour moi. Enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette classe égalité des chances. Les points forts, je dirais, c'était l'aspect collectif, d'être un tout et de pouvoir réviser ensemble, discuter ensemble. Enfin, non seulement c'était très utile, efficace pour le concours, mais c'était aussi très chouette. Donc, je recommande pour cette expérience humaine-là. Après, ce qui était très important pour moi aussi, c'était de vraiment mettre déjà un pied dans l'école. Et bon, même si c'était une année un peu particulière, on était dans les locaux quand même. D'aller au ciné-club, aux avant-premières, à tous les événements, de pouvoir parler à des étudiantes et des étudiants, enfin de vraiment déjà un petit peu voir comment est l'école. Ça, je trouve que c'est un point fort. Et puis, ça nous permet de savoir si on veut vraiment être là. Ça nous permet de confirmer nos choix et à l'oral de pouvoir avoir cette expérience en plus. Et puis, voilà, c'est plus riche, je trouve, comme expérience d'avoir tous ces moments-là.
Oui, c'est clair que ça fait du bien aussi d'être dans un groupe où tout le monde va tenter le concours. Et donc, il y a quand même cette entraide-là. Il y a aussi beaucoup d'ouverture sur les autres domaines, parce qu'on a tous des cours et de son, et de photo, et de cinéma. On a la chance d'avoir pas mal de profs qui sont enseignants à l'eau lumière. On a des super intervenants, intervenantes. C'est vraiment super. Et je conseille. Enfin, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais tenté en L3 le concours. Et parallèlement, je m'étais aussi inscrite à la classe égalité des chances parce que je me doutais que le concours, bon, j'y croyais pas trop, quoi. Et donc, ça m'a permis aussi de préparer et de préparer avec tout le monde, quoi. C'était bien. Bah, ça donne une certaine rigueur aussi parce qu'on n'est pas toujours aussi motivé qu'on soit d'aller à l'école, de faire des mathématiques le samedi matin ou quoi, c'est pas forcément toujours ce qu'on a envie de faire, mais du coup d'avoir ce cadre-là, d'avoir des gens autour de nous qui nous rappellent de faire ci, de faire ça, ça donne un cadre et je pense que c'est vraiment précieux. Merci. Alors Béchir, pour commencer un peu les mots de la fin, est-ce que tu aurais un dernier conseil, une dernière, recommandation pour les personnes qui veulent tenter le concours, notamment le concours photo te concernant? N'hésitez pas à vous faire aider et restez créatif et curieux, je pense. Margot? Ouais, à peu près pareil. Si vous pouvez le faire à plusieurs, c'est vraiment chouette, ou du moins en parler à des gens, même si c'est des gens qui le passent pas, juste être à plusieurs et avoir des avis, c'est toujours assez chouette de pas faire ça dans son coin, quoi. Et pareil, être curieux, curieuse. Je crois que c'est ce qu'on a le plus dit à la rentrée. Voilà. Moi, j'insisterai sur le fait de voir ça aussi comme que même si on réussit pas à avoir le concours à la fin, que tout ce processus-là, il nous serve vraiment et de vraiment essayer de se perfectionner dans des domaines où on est moins bon ou d'aller s'intéresser plus en profondeur sur des sujets. Donc voilà, aussi de voir cette expérience à part entière de préparation. Alors j'ai 3 conseils. Déjà, n'hésitez pas à contacter des élèves, que ce soit LinkedIn, Insta, trouvez ce qui vous convient, pour demander des conseils, en fait, tout simplement, des retours, n'importe quoi. Moi, je l'ai fait et ça m'a beaucoup servi. Ensuite, pour les oraux, hésitez... du coup, tu parlais de ça un peu tout à l'heure. Pour les photos, je sais que c'est beaucoup plus présent, mais faire une petite introspection sur soi, c'est vraiment très important, parce que l'oral de motivation... le moment où vous hésitez, ça va vous faire stresser, vous allez paniquer, c'est un effet boule de neige, quoi. Donc vraiment, gros conseil, préparez-vous, faites des oraux blancs avec des proches, ayez des retours de votre entourage, et ensuite vous comparez pas. Et ça, tu l'as dit aussi, vraiment, on passe sous le concours, mais en vrai, c'est beaucoup plus agréable de passer le concours en se disant qu'on est tous là à essayer de le passer et il n'y a pas de compétition, mais même si c'est une compétition, en fait, faites ce que vous avez à faire et si vous avez l'occasion de collaborer avec des gens qui vont passer le concours, faites-le, voilà, et qu'on ne vous comparez pas. Je vais reprendre un peu ce que tu disais, parce que tu l'as dit très bien, mais c'est sur le concours, moi je l'ai vécu un peu comme une introspection aussi sur savoir, en fait ça apprend à se connaître aussi, parce qu'il faut avoir une certitude dans ses choix, dans ses goûts, et donc ça c'était le conseil que j'aurais donné, c'est de pas douter, en fait, d'avoir confiance en soi quand on aborde le concours, et parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, en fait, et c'est là où on est faut être toujours dans cette introspection et donc être sûr de ses goûts et de ses choix, parce qu'on va nous en parler pendant toutes les étapes du concours et on va nous questionner là-dessus, donc ne pas lâcher là-dessus sur ces points de vue, sur ces points-là. Un conseil plus terre à terre, essayez d'avoir un petit peu des expériences en son, je peux parler, essayez d'avoir des expériences un peu dans différents domaines. C'est pas obligé d'être des longs stages ou quoi que ce soit, mais essayez de savoir un peu tous les domaines et quels sont les enjeux de chaque domaine. Ça permet de pouvoir répondre et puis même de savoir ce que vous voulez faire. Et croyez en vous, c'est super important, parce que c'est très mental aussi, vu que c'est un concours sur une longue période, donc voilà.
Un grand merci à toutes et à tous. C'est la fin donc, de cette première conférence. J'en profite pour remercier parce que derrière la caméra, on a 3 étudiantes qui assurent depuis tout à l'heure de ce côté-là. On a aussi en réalisation et en tout ce qui est son pas mal d'étudiants et étudiants, ainsi que évidemment nos équipes pédagogiques et qui sont là et les équipes techniques. Donc un grand merci à toutes et à tous. Évidemment, il y a d'autres conférences qui arrivent cet après-midi et d'ici 15-20 minutes, on sera en live pour la partie musique. Donc la caméra va se retourner, vous allez voir tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à rester, à continuer à nous suivre et vous retrouverez toutes ces vidéos de toute façon par la suite sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Un grand merci et à tout de suite.